Hello à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour discuter budget. Alors on a vraiment eu très souvent la question du coût financier d'un tel voyage comme on a fait. C'est vrai que c'est un élément central quand on planifie un grand voyage comme un tour d'Europe ou un tour du monde. Et avant de partir on fait plein de calculs pour essayer d'estimer tous nos besoins et de définir un budget le plus réaliste possible. Mais c'est toujours très compliqué de penser à tous les éléments et de réussir à être précis justement. Sur les réseaux sociaux il y a déjà beaucoup de voyageurs qui ont fait l'exercice de partager leur budget. Mais nous, on trouve que ces budgets, ils sont pas forcément réalistes, ou du moins, ils sont pas tout le temps complets. Et en plus, la plupart des budgets qui sont partagés, en général, ils sont assez faibles. Nous, ça nous surprend pas mal avec le recul qu'on peut avoir grâce à notre voyage. Par exemple, pour la Norvège, on avait vu des budgets à 1 000 € pour 2 personnes pour un mois. Clairement, pour nous, c'est juste tout bonnement impossible. On doit être trop dépensier, je sais pas. Et on n'est pas les seuls, parce qu'on a discuté avec d'autres voyageurs aussi, et pour eux aussi, ça leur semblait assez faible comme budget. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de partager aussi notre budget, qui est peut-être plus élevé que les autres voyageurs, mais ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Aussi, un gros point, c'est qu'il faut prendre en compte l'inflation. Parce que les budgets partagés il y a quelques années sont plus forcément valides aujourd'hui vu qu'il y a l'inflation qui est passée par là et les prix ont considérablement augmenté. Bref, maintenant que notre voyage est terminé, on va pouvoir faire les comptes ensemble. Pendant les 15 mois de voyage, on a noté toutes nos dépenses dans un petit tableur Excel et là on va pouvoir faire le bilan et partager ça avec vous. Allez, c'est parti. À la base, on prévoyait un départ pour fin 2020, début 2021, mais entre le Covid et puis différentes opportunités professionnelles qui se sont présentées à nous, on a dû repousser un petit peu. Et c'était pas plus mal parce que ça nous a permis d'économiser un petit peu plus longtemps et donc de partir avec un budget qui était plus confortable. Et comme un budget de voyage, ça ne veut pas dire grand-chose avec le contexte dans lequel est fait ce voyage, on va vous partager un peu avec vous notre façon de voyager, pour que vous puissiez vous retrouver ou non dans notre façon de voyager et savoir si vous devez prévoir moins ou plus que nous. Déjà, un gros point, je pense, c'est qu'en général, on ne fait pas de visites payantes, hormis les visites vraiment incontournables dans les villes. Et on fait en général beaucoup de randonnées et puis on profite du bord de mer. Par contre, on se rattrape pas mal au niveau de la bouffe, on se prive pas trop là-dessus et c'est vrai qu'on aime bien se faire des apéros et acheter des trucs à grignoter, donc forcément ça se ressent sur notre budget. Et je sais que sur le budget de course, on a un budget qui est beaucoup plus élevé que la plupart des autres voyageurs. Pour rester dans le thème de la bouffe, concernant les restaurants, nous on en fait de temps en temps, surtout quand on visite des villes en fait. Donc on fait je pense une moyenne de 3 à 4 restaurants par mois. Après dans les pays moins chers, on va aller plus au restaurant et dans les pays plus chers, on va y aller moins. Et enfin, le dernier point important pour définir notre façon de voyager, c'est le nombre de kilomètres qu'on a fait pendant notre voyage. En moyenne, on a fait 100 km par jour, donc ça paraît très élevé, mais au final, pour faire un tour d'Europe, je pense qu'on est à peu près dans la moyenne. Forcément, on a rencontré des gens qui faisaient moins de kilomètres. Souvent, c'était plus des nomades qui avaient beaucoup plus de temps pour voyager. Mais on a aussi rencontré des gens qui voyageaient beaucoup plus vite que nous. Il faut essayer de vous situer parce que globalement, ça aura un impact très important sur votre budget. Donc ça, c'est pour notre façon de voyager. Maintenant, on va passer au budget à prévoir avant de partir. Pour un road trip, forcément, ce budget il va être principalement dédié aux véhicules et aux dépenses qui y sont liées. Donc à moins que vous ayez déjà le véhicule adéquat pour partir, ça va représenter une grosse part du budget. Et donc pour le véhicule, il y a 3 options qui existent en fonction de votre budget et de vos envies. La première solution, c'est d'acheter un véhicule industriel, donc déjà aménagé en usine, que ce soit un véhicule neuf ou d'occasion. En fonction de l'âge et de l'état du véhicule, le prix peut assez vite augmenter. Et en plus, vous allez être un peu bloqué niveau personnalisation parce que vous n'allez pas du tout pouvoir le personnaliser. Très souvent, au niveau électricité, l'installation est très sommaire, donc il faudra prévoir un budget en plus pour améliorer l'autonomie électrique du véhicule. Mais ça reste la solution la plus simple et la plus rapide. Et la seconde solution, c'est d'acheter un véhicule vide et de le faire aménager par un professionnel. Donc en général, c'est la solution qui va revenir au plus cher. C'est assez coûteux de faire aménager un véhicule comme ça par un professionnel. Les délais peuvent être assez longs également. Mais par contre, le gros point positif, c'est que vous pouvez personnaliser l'aménagement selon vos besoins, selon vos envies et avoir vraiment un véhicule au final complètement personnalisé. Et si vous choisissez un artisan sérieux, la qualité, elle sera quand même supérieure au fourgon industriel. Et enfin, la troisième et dernière solution, c'est celle qu'on a choisie, c'est de partir sur un véhicule vide et de l'aménager soi-même. Donc ça va revenir à beaucoup moins cher que de passer par un artisan, forcément, parce qu'on va économiser sur la main-d'œuvre et on va garder tout cet aspect de personnalisation et de pouvoir créer un aménagement en fonction de ses besoins, de ses envies et aussi en fonction de son budget.
Mais attention, cette solution demande aussi d'avoir un minimum d'appétence pour le bricolage et un minimum de compétences pour pas faire n'importe quoi. Mais pas de panique, même sans compétences particulières, vous pouvez toujours apprendre. Avec Internet de nos jours, on peut vraiment trouver une mine d'infos et acquérir plein de compétences juste en se renseignant. Et si jamais il y a une partie de l'aménagement que vous sentez pas, par exemple l'électricité, qui est souvent la bête noire lors d'un aménagement, vous pouvez toujours la faire réaliser par un professionnel et économiser sur le reste. Par contre, cette solution, elle va demander énormément de temps. Et il faudra vous former, concevoir l'aménagement et ensuite fabriquer l'aménagement. Mais quand on aime le bricolage, c'est quand même assez chouette. On a fait ce choix-là parce qu'on voulait pouvoir personnaliser le véhicule en fonction de nos besoins et c'était aussi un choix économique parce que ça revenait à beaucoup moins cher que d'acheter un véhicule déjà aménagé. Bon, avec le recul, je pense que le facteur économique n'est pas si vrai que ça parce qu'on a fait un véhicule assez confortable, on s'est fait vraiment plaisir et je pense qu'on aurait pu trouver un véhicule industriel d'occasion, mais on n'aurait pas eu un véhicule personnalisé à nos besoins et on aurait été beaucoup moins bien équipé. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que vous vous demandez combien on a dépensé pour notre fourgon aménagé. Donc la première grosse dépense, ça a été l'achat du véhicule de base et son immatriculation qu'il ne faut pas oublier. Mike qui nous a coûté 14 000 € en 2020. C'est un Fiat Ducato de 2016 et quand on l'a acheté, il avait 70 000 km au compteur. On voulait absolument un véhicule qui était récent et pas trop kilométré et je pense qu'on avait fait une bonne affaire à l'époque. Ouais, 14 000 € déjà à l'époque, c'était pas mal. Parce que c'est vrai que depuis 2020, les prix ils ont considérablement augmenté. Il y a eu l'inflation qui est passée par là. Et aujourd'hui, un véhicule de ce type-là, ça coûterait autour de 20 000 € à peu près. À cette somme, il faut aussi ajouter les frais d'immatriculation et nous, pour Mike, c'était 450 €. Donc ça va dépendre du type de véhicule et du nombre de chevaux fiscaux et de la région. Et ensuite, forcément, le deuxième gros poste de dépense, ça va être l'aménagement du véhicule et son homologation VASP. L'aménagement, il nous a coûté 12 400 €. Pour être tout à fait transparent, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. On avait prévu 10 000 € au début. Mais finalement, vu qu'on avait un budget un peu plus conséquent que prévu, on s'est fait plaisir. On a fait un aménagement vraiment confortable et très bien équipé. Ce qui fait qu'on a vraiment dépassé notre budget. Et après l'aménagement, il faut aussi ajouter le coût de l'homologation VASP. Donc il faut compter autour de 450 €, 500 €. Et attention, comme pour l'achat du véhicule, l'inflation elle est aussi passée par là et l'aménagement nous l'a fait entre 2020 et 2021 et aujourd'hui en 2023 je crois qu'il faut compter presque 30% de plus pour le même aménagement. Donc pensez bien à prendre ça en compte si vous êtes en train de faire votre propre budget. Et le troisième élément qui concerne les véhicules avant de partir, c'est les frais mécaniques parce qu'il faut entretenir le véhicule avant de partir. Nous, on a dû faire la courroie de distribution, on a changé les pneus, on a refait les freins, bref, on a fait un peu tout l'entretien et ça nous est quand même revenu à 1 700 € avant de partir. Donc on arrive à une enveloppe d'environ 29 000 € juste avant le départ, donc c'est quand même une grosse somme, c'est très conséquent. Mais il faut savoir que c'était, comme disait Julien, en 2020-2021 et aujourd'hui, en 2023, on en aurait, je pense, pour 38 000 €, 39 000 € peut-être. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Bien sûr, ici on parle de notre cas personnel, c'est tout à fait possible de faire un aménagement pour beaucoup moins cher si vous mettez des matériaux de moins bonne qualité ou moins d'équipement tout simplement. Mais c'est aussi possible de faire beaucoup plus cher si vous avez un très gros budget, de partir sur un véhicule 4x4 par exemple ou je sais pas quoi. Bref, toutes les situations sont ok, il faut juste faire en fonction de votre budget et c'est aussi l'avantage d'aménager soi-même le véhicule. C'est de faire en fonction du budget que vous avez. Et au-delà de ces dépenses liées au véhicule, à son aménagement, etc., avant de partir, il faut aussi prendre en compte les dépenses autres que vous pouvez avoir. Donc ça peut être par exemple l'achat de matériel photo ou vidéo, des vaccins, des visas, et ça peut représenter un budget non négligeable à bien prendre en compte. Après le budget du véhicule avant le départ, on va discuter maintenant du budget pendant le voyage. Et on rappelle juste qu'un budget, c'est quand même très personnel, surtout un budget de voyage. Donc ça va énormément dépendre de la façon de voyager, des habitudes de vie, etc. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Et on a fait le calcul et ça fait mal. Ça fait très très mal. On aura dépensé 25 000 € pendant ce tour d'Europe. Ce budget, il comprend vraiment toutes nos dépenses, du petit thé turc pris au bord de la plage à la grosse panne qu'on a eue en Norvège. On a tout inclus dedans. Je pense que juste lâcher une grosse somme comme ça sans vous expliquer ce qu'il y a derrière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va vous expliquer un petit peu tous les éléments qu'il y a derrière cette grosse somme de 25 000 €. Pour décortiquer tout ça, on a réparti nos dépenses en 4 grandes catégories.
Donc la première, c'est les dépenses du quotidien. Donc on va mettre dedans les courses, les laveries et le remplissage du GPL. Donc on arrive à un total de 515 € par mois pour cette catégorie. Pour nous, c'est des dépenses de vie qui sont difficilement évitables. Après, bien sûr, on a un budget course qui est assez élevé. C'est clair que le budget course, je pense qu'on peut vraiment le diminuer si vous arrivez à être économe et que vous voyagez dans des pays qui sont pas très chers. Ensuite, on a la catégorie qu'on pourrait appeler la catégorie des petits plaisirs. Donc on va retrouver tout ce qui est restaurant, café, goûter, mais aussi tout ce qui est visites et activités payantes. Donc là, on a dépensé à peu près 300 € par mois dans cette catégorie. Contrairement aux dépenses du quotidien, là, c'est vraiment des dépenses qui sont tout à fait évitables et que vous pouvez limiter si vous avez un budget très faible. Nous, on ne pensait pas avoir dépensé autant quand même dans les petits plaisirs. Ça va vite. Ouais, c'est ça. Au final, à force de prendre plein de petits cafés pas chers, en fait, quand on les additionne, ça revient quand même à 300 € par mois. Après, au niveau de tout ce qui est visites et activités, là, on a un budget qui est quand même très faible. Parce qu'on en fait quand même très peu. On se limite vraiment aux visites et aux monuments immanquables dans chaque pays. La troisième catégorie, elle est dédiée au transport et donc aux frais qui vont être relatifs à déplacer notre véhicule. Et on arrive à un total de 689 € par mois. Donc en road trip, c'est forcément inévitable. Donc on va inclure là-dedans tout ce qui est frais de carburant, les péages, les ferries, mais aussi les parkings et les coûts d'entretien du véhicule et de réparation. On se souvient tous de la panne en Norvège qui nous a coûté un petit billet. Et la plus grande dépense de cette catégorie, c'est le carburant. Donc on n'est pas parti au meilleur moment pour avoir le gasoil le moins cher, parce qu'on est parti juste en mars 2022 où le gasoil était vraiment au plus haut. On l'a payé en moyenne 1,60 € le litre sur le voyage, avec un pic en Norvège à 2,20 €, 2,30 € le litre. Et au minimum, on l'a payé 1 € en Turquie, donc ça faisait plaisir. Et après, au niveau des péages, donc nous, on les évite au maximum, mais des fois, on n'a pas eu le choix que d'emprunter des routes payantes, notamment en Norvège. Ensuite, on a la catégorie des logements. Donc là, c'est seulement 13 € par mois, mais vous me direz, c'est un peu logique, puisqu'on dort dans notre véhicule. Donc là, ça compte les quelques campings, Airbnb et hôtels qu'on a fait pendant le voyage. Et pour finir, dans la dernière catégorie, on a mis tous nos frais fixes, donc du forfait téléphone à l'assurance, que ce soit pour Mike ou pour nous, l'assurance santé. On arrive à un total de 118 € par mois. Donc sachant que pour l'assurance santé, on l'a prise une fois que nos cartes bancaires ne nous couvraient plus. Évidemment, tous ces chiffres, ça reste des moyennes. Vous vous doutez bien que nos dépenses vont varier en fonction de notre itinéraire et des pays qu'on traverse, parce que le coût de la vie n'est pas le même partout dans tous les pays. On vous a fait une petite carte pour mettre en évidence les pays qui nous ont coûté le plus cher et ceux qui nous ont coûté le moins cher. On peut prendre par exemple les deux extrêmes qu'on a rencontrés pendant ce tour d'Europe. Donc le pays le plus cher, c'est la Norvège. Donc c'est pour ça qu'il est en rouge sur la carte. C'est celui où on a dépensé le plus d'argent. On y est resté 50 jours et on a fait très attention à toutes nos dépenses, mais on a quand même dépensé l'équivalent de 60 € par jour. Et à l'inverse, on peut voir que la Turquie, elle apparaît en vert sur notre carte. Donc on y a passé 3 mois et vraiment le coût de la vie là-bas, ça coûte pas très cher. Et c'est vrai que contrairement à la Norvège, on n'a pas du tout fait attention à notre budget et pourtant on arrive à une moyenne de 35 € par jour dépensés sur place. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un gros écart en fonction des pays. Et entre ces deux extrêmes, on a d'autres régions qui nous ont coûté assez peu cher, comme les Balkans, où le coût de la vie n'était pas beaucoup plus élevé que la Turquie. Mais c'est aussi parce que c'était la fin de notre voyage et qu'on faisait particulièrement attention à nos dépenses. Et ce qui est intéressant de voir sur notre carte, c'est que les pays baltes et la Pologne, c'est des pays où on a quand même pas mal dépensé. Donc on pourrait avoir l'impression qu'ils sont pas très bons marchés. Mais c'est assez trompeur, c'est des pays qui sont quand même très bons marchés et qui sont pas très chers. Mais c'est des pays qu'on a traversés assez rapidement, donc on a fait pas mal de kilomètres avec un prix du gasoil qui est identique à celui en France ou quasiment identique. En plus, on revenait de la Scandinavie, donc on s'est fait très plaisir sur tout ce qui est restaurant, on a visité pas mal de villes. Donc forcément, les dépenses ont été assez élevées, mais il ne faut pas s'y tromper, ça reste quand même des pays où le coût de la vie est quand même très abordable. L'heure du bilan a sonné et on vient tout juste de faire le calcul. Donc au total, notre grand voyage nous est revenu à 54 000 €. Donc c'est quand même une sacrée somme. Franchement, je ne me doutais pas que ça nous avait coûté aussi cher. Dans ces 54 000 €, il y a environ la moitié qui sont liés au voyage et la moitié qui sont liés à l'achat du véhicule et à sa préparation avant de partir. Donc pour la partie du budget qui est liée au véhicule, nous on ne le voit pas comme une dépense, on le voit plutôt comme un investissement parce qu'en rentrant de voyage, le véhicule on l'a toujours. Donc on peut le réutiliser pour partir dans d'autres voyages ou alors on peut toujours le revendre si on en a envie, surtout qu'avec l'inflation il a pris de la valeur.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on compte faire. Maintenant qu'on est revenu de notre voyage et qu'on a un peu plus de recul, on voudrait partager avec vous quelques idées pour diminuer votre budget et le coût global de votre voyage. La première astuce, je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est de rouler moins. Vous avez bien vu, le budget gasoil, c'est une part très importante du budget pour un tour d'Europe. Forcément, quand on part un an, on a envie de voir un maximum de choses, de traverser un maximum de pays. Mais au final, ça peut être une bonne stratégie de plutôt diminuer le nombre de pays, le nombre de choses qu'on va aller voir pour faire moins de kilomètres et diminuer le budget. Et peut-être qu'en allant un peu moins vite, vous allez aussi plus profiter de votre voyage en profitant vraiment à fond de tous les lieux que vous visitez. Nous, sur notre retour d'expérience, au début du voyage, on allait un peu plus vite parce qu'on avait une liste de choses qu'on voulait voir. Morgane avait déjà mis plein de points sur Google Maps et on faisait un peu la course pour visiter presque un maximum de points. Et au bout d'un moment, on a un peu ralenti parce qu'on s'est rendu compte que c'était déjà très fatigant et qu'en fait, on allait un peu trop vite et qu'on ne prenait pas le temps de vraiment profiter des endroits où on était. Donc vraiment, réduire le nombre de kilomètres que vous faites, ça va réduire votre budget et en plus, ça va aussi réduire votre impact carbone. Donc c'est tout bénef. Notre deuxième conseil, c'est de bien caler votre itinéraire en fonction de votre budget. Par exemple, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, les pays du Nord et notamment la Norvège sont des pays qui sont très chers. Donc si vous avez un budget qui est assez réduit, il vaudra mieux aller en Europe du Sud et en Europe de l'Est, ça vous coûtera moins cher. De façon similaire, je pense qu'en voyageant en Asie et en Amérique du Sud, Amérique latine, le budget il sera un petit peu diminué par rapport à si vous voyagez en Australie ou alors au Canada ou aux États-Unis. Le troisième conseil qu'on aimerait vous donner, c'est de faire attention à toutes vos petites dépenses quotidiennes. Donc c'est les petites dépenses qui ne coûtent pas cher, chacune pris de leur côté, mais qui peuvent quand même avoir un poids sur le budget. Pour nous, par exemple, c'est tous les petits cafés qu'on aime bien se prendre ou les goûters qu'on aime bien se prendre l'après-midi. Ramener sur le mois, ça nous a coûté quand même assez cher. Et c'est des dépenses qu'on aurait pu facilement limiter pour baisser notre budget. Et puis de façon générale aussi, de manger local, ça permet aussi de diminuer le budget. Par exemple, en Turquie, les fruits et légumes au marché, ils étaient vraiment pas chers. Il faut s'adapter au marché local. Forcément, si vous voulez acheter que des produits français en Turquie, vous allez les payer super cher. Si vous achetez des produits turcs, c'est pas très cher. Au début de notre voyage, on dépensait un peu trop par rapport au budget qu'on s'était fixé. Donc c'était le début du voyage, on était en mode vacances, on se faisait plaisir et on dépensait un peu trop. On suivait alors nos dépenses sur le mois et on se rendait pas forcément compte de ce qu'on dépensait au jour le jour, donc ça nous permettait pas d'ajuster nos dépenses en milieu de mois par exemple. Et donc on a décidé de se mettre à suivre notre budget de façon quotidienne. Concrètement, on s'est donné un budget quotidien de 50 €, ce qui correspond en gros à 1 500 € par mois. Et ce qu'on faisait, c'est que dès qu'on atteignait dans la journée le budget de 50 €, on bloquait totalement toutes les dépenses inutiles. Donc plus de café, plus de goûter, plus de visites. Et si on dépassait le budget de 50 € en faisant par exemple des courses ou le plein de gasoil, sur les jours d'après, on essayait de dépenser encore moins pour venir compenser. Et en faisant ça, on a remis très rapidement nos finances dans le vert et on a réussi à revenir sur notre budget initial. On nous demande très souvent comment on a fait pour financer notre voyage. Alors non, au risque d'en décevoir certains, on n'a pas gagné au loto, on n'a pas touché un héritage. On a travaillé pendant 4 ans avant de partir, donc on a mis de l'argent de côté et c'est cet argent qui nous a permis de voyager. Donc vous voyez, il n'y a pas de solution magique pour voyager gratuitement, en tout cas on ne la connaît pas. Mais au fil des rencontres qu'on a fait sur la route, on a découvert plusieurs manières de financer un tel voyage et on va vous les partager avec vous. Certaines familles qu'on a rencontrées sur la route, elles finançaient leur voyage grâce à la vente de leur maison. Donc ça implique de devoir être propriétaire avant de partir, mais ça permet d'avoir suffisamment d'argent en cash pour pouvoir voyager pendant quelques mois ou quelques années en famille. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi envisager de louer votre maison ou votre appartement pendant votre voyage. Donc ça vous permettra d'avoir un revenu tout au long du voyage, mais par contre il faudra aussi prévoir de puiser un petit peu dans les économies selon le montant du loyer. Bon, bien évidemment, la vente d'une maison, c'est pas forcément un moyen de financement de voyage qui va être durable. Au bout d'un moment, il y aura plus de sous, donc il faudra se trouver une autre solution. Et justement, si votre projet c'est de vivre et de voyager sur une durée indéterminée en véhicule, l'une des solutions ça peut être de travailler en voyageant, donc de trouver un métier que vous pouvez faire sur la route en distanciel, parce que c'est pas juste réservé aux influenceurs. Il y a plein de métiers qui peuvent se faire maintenant en télétravail. En fonction de votre métier, vous pouvez soit réussir à faire évoluer votre poste pour le transformer en poste à distance, ou alors carrément changer de métier pour trouver un nouveau métier que vous pourrez faire à distance. Sur la route, on a rencontré beaucoup de gens qui travaillaient dans le développement informatique ou alors dans le digital marketing. C'est des métiers qui peuvent se faire très facilement à distance. Il y avait des gens qui étaient embauchés par des entreprises, donc qui travaillaient 35 heures par semaine, et d'autres qui étaient plutôt à leur compte en freelance
et qui travaillaient un petit peu sur les horaires qu'ils voulaient. C'était assez pratique parce qu'ils pouvaient moduler du coup en fonction de l'endroit où ils étaient, la quantité de travail qu'ils avaient. Après, bien évidemment, en travaillant 2, 3, voire 5 jours par semaine, vous aurez moins de temps pour voyager. Donc il faudra trouver le juste équilibre entre travail et le voyage, mais ça peut être intéressant financièrement. Si votre métier ne vous permet pas de travailler à distance ou tout simplement que vous n'avez pas envie de travailler pendant que vous voyagez, une des solutions c'est de devenir saisonnier, donc de travailler juste une partie de l'année, de voyager le reste de l'année. C'est une solution qui est pérenne puisque vous allez pouvoir voyager pendant une durée illimitée et en plus vous pouvez aller travailler dans des pays où le salaire est beaucoup plus élevé. Nous, on a rencontré beaucoup de gens qui allaient faire des saisons en Suisse et ça leur permettait de travailler seulement 3 mois et de voyager le reste de l'année. Et si vous souhaitez rester en Europe, aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est quand même assez facile de pouvoir travailler un peu n'importe où. Donc on peut imaginer par exemple que vous voyagez en Grèce mais que vous avez besoin d'argent et du coup vous pourrez éventuellement faire, je sais pas moi, serveur dans un restaurant en Grèce sans avoir à rentrer en France pour travailler. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres idées ou d'autres manières pour financer un voyage en tour du monde ou en tour d'Europe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nous, on a hâte de vous lire et en attendant, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao.